Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Banque nationale de Belgique. On s'excuse pour le retard. On était confronté avec un problème technique. Depuis 2 ans, on fait des webinaires, on organise des webinaires presque tous les jours. On n'a jamais eu un problème technique. Et malheureusement, aujourd'hui, pour ce webinaire, le webinaire pour le moment suprême de notre année de travail, notamment le rapport annuel de la Banque nationale, on a eu un problème technique. Mais ça a l'air de fonctionner maintenant et je suis content qu'on peut commencer. Vu la situation actuelle, malheureusement, on ne peut pas organiser les présentations de notre rapport annuel en province et en présentiel cette année, mais on doit se limiter à cette alternative numérique. Espérons que la situation change bientôt. Quiconque a écouté les informations ce matin, lu les journaux ou regardé les sites d'information l'a sans doute remarqué, le rapport annuel de la Banque nationale est à la une de l'actualité aujourd'hui. Depuis ce matin, ce volumineux rapport de 300 pages est en ligne sur notre site www.nbb.be. Vous pouvez également visionner les points forts du rapport grâce aux capsules vidéo qui se trouvent sur notre site. Mais aujourd'hui, vous avez choisi d'assister à une véritable présentation du rapport. Dans l'heure qui vient, notre gouverneur, Pierre Wunsch, vous fera part de ses principales observations, analyses et conclusions sur la situation économique et financière de notre pays. Vous êtes très nombreux ce matin et ça nous fait un grand plaisir. Cependant, nous aimerons interagir avec vous pendant cette présentation par le biais de la fonction du chat. Vous pouvez adresser vos questions au gouverneur. Nous adresserons ensuite ces questions à Pierre Wunsch après la présentation. N'hésitez pas donc à poser vos questions sur l'un des nombreux sujets que le gouverneur va aborder. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Je suis très heureux de donner la parole au gouverneur Pierre Wunsch. Votre micro encore, gouverneur. Pardon, désolé. Merci beaucoup, Geert, et vraiment désolé pour ce retard. Je dois dire que ça, en matière de présentation du rapport annuel, l'un des moments les plus stressants pour moi, de m'imaginer tous ces gens qui sont en train d'attendre, mais surtout mes collaborateurs qui doivent trouver une solution technique de rechange sous la pression du temps. On y est arrivé, encore une fois, toutes nos excuses. Tout était en place, il ne fallait plus qu'appuyer sur un bouton et le bouton ne fonctionnait pas. C'est très frustrant et je vous remercie très très sincèrement pour votre patience. Alors on peut commencer avec le slide suivant. Et je vais commencer par la bonne nouvelle, qui n'est pas la bonne nouvelle du jour, parce que évidemment l'année 2021 est derrière nous et on a déjà eu l'occasion d'en parler lors des projections de la banque ou autre. Mais effectivement, l'année 2021 a été d'une certaine manière un grand cru d'un point de vue économique. On a connu une reprise très vigoureuse. Hein. On a parfois parlé de reprise en V, on y est presque, c'est un V un peu écrasé sur sa partie droite. Mais c'est vrai qu'après une crise tout à fait unique en 2020, avec une récession de 5,7% du PIB qu'on n'avait jamais connue, que je n'aurais jamais cru connaître comme économiste quand j'ai fait mes études, et de fait en partie, ou en grande partie, de la nature de cette crise, hein, qui était très particulière, une crise sanitaire, mais aussi, je crois que c'est important de le rappeler, de la qualité et de la rapidité de l'intervention des pouvoirs publics, que ce soit les autorités monétaires, mais aussi et surtout peut-être les autorités budgétaires, fiscales, hein, donc les gouvernements, qui sont intervenus massivement pour faire une sorte de portage et essayer de préserver le plus possible l'économie belge dans cette phase très difficile, les ménages, les entreprises, et au travers de toute une série de mécanismes sur lesquels je ne reviendrai pas nécessairement. Toujours est-il que cette opération de sauvegarde de notre économie a réussi et a permis en fait une reprise très très vigoureuse en 2021 avec une croissance là aussi tout à fait unique de 6,1%. Certains se souviendront peut-être que quand on était vraiment au plus au fond de la crise, on était venu, nous, mais aussi les institutions internationales, avec des projections où on craignait perdre 3 ans de croissance. C'est un petit peu le scénario. Ici, en fait, on est revenu dès le 3e trimestre de 2021 au niveau de PIB de production de la fin 2019. Et on voit qu'on est en réalité sur une trajectoire qui est plus favorable
que celle suite à la crise financière. C'est ce que vous pouvez voir si on compare la ligne bleue foncée à la ligne bleue claire. Donc, en dépit du fait que la crise était beaucoup plus sévère en 2020, on a une reprise très forte et en niveau, on est aujourd'hui en niveau dans une situation, toute chose comparable, en reparlant du début de la crise, qui est légèrement supérieure à la situation suite à la crise financière. Mais on voit aussi que la récession en Belgique a été légèrement moins sévère en 2020 et que la reprise a été plus soutenue en 2021. Et donc, oui, les prestations de l'économie belge en la matière sont tout à fait favorables. Encore une fois, en grande partie parce que cette crise a été bien gérée. Et je ne parle pas uniquement de la situation en Belgique, mais je le dirais de manière plus générale au niveau international. On peut passer au slide suivant. Alors, ce qui est tout à fait aussi à la fois positif, mais d'une certaine manière surprenant, c'est que l'emploi n'a que très peu baissé pendant la phase sévère de la crise, parce qu'on a pris ces mesures de chômage temporaire, de droits passerelles pour les indépendants. Et puis, en fait, dès 2021, on a connu une croissance très dynamique de l'emploi, avec 68 000 emplois supplémentaires salariés en 2021, 19 000 emplois indépendants. En fait, si on regarde l'ensemble de l'emploi et qu'on tient compte aussi de la croissance en 2020, on se trouve à une situation où on a 3,6% d'emplois en plus que fin 2019, ce qui est un résultat tout à fait remarquable compte tenu du fait qu'on a connu une crise aussi sévère. Alors j'ai eu l'occasion de lire à plusieurs reprises. L'évolution de l'emploi a été très contrastée suivant les secteurs. Vous voyez ici en orange le secteur de l'ORECA qui avait beaucoup souffert, le secteur aussi des arts et spectacles. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'en fin de période, vous voyez qu'à la fin 2021, on a une sorte de convergence de toutes ces courbes. Donc les secteurs parviennent à revenir à un niveau d'emploi relativement comparable à celui d'avant-crise ou supérieur dans une série de secteurs qui est plutôt une bonne surprise et qui montre aussi qu'on a un marché du travail qui probablement fonctionne mieux de manière structurelle que par le passé, où on a longtemps eu un chômage relativement massif pour l'ensemble de notre pays. Alors, ça, c'était quelque part les bonnes nouvelles, et c'est peut-être 80% de l'histoire de ce qu'on peut raconter sur 2021. On sait par ailleurs que cette crise a été assez asymétrique, hein, on le voit ici avec les chiffres par secteur, mais on sait aussi qu'elle a touché plus les jeunes, peut-être plutôt les femmes aussi, parce que les secteurs qui ont été touchés sont des secteurs où elles sont surreprésentées. Et donc, la crise a quand même laissé des traces. On a une forte augmentation des interventions dans la CPAS. Bon, la situation s'est améliorée en fin de période, et puis maintenant, on a de nouveau, avec l'augmentation des prix de l'énergie, et de manière plus spécifique pour faire face à ce choc-là, des interventions qui augmentent à nouveau. L'autre point aussi, c'est que même si le taux de chômage a baissé, le chômage de longue durée, lui, a augmenté. Et donc, il y a une partie de la population qui n'est pas parvenue encore à revenir sur le marché du travail, même si la situation d'ensemble s'est clairement améliorée. Alors, je parlais de l'intervention des pouvoirs publics, et si vous le permettez, c'est le slide suivant, je vais quand même vous parler un tout petit peu de politique monétaire. La politique monétaire a joué un rôle à la fois important pendant la crise, mais un rôle surtout de soutien en arrière-plan. Pourquoi? Mais de manière assez logique, si vous avez une économie qui est soumise à des lockdowns, à des fermetures de secteurs, si les gens ne peuvent pas ou moins facilement ou n'ont moins envie de se rendre dans les magasins, simplement baisser les taux d'intérêt en tant que tel ne va probablement pas avoir un impact très important en matière économique, ou en tout cas à court terme. Et donc, d'une certaine manière, c'est en facilitant l'action des pouvoirs publics que la politique monétaire a pu être efficace en 2020 et en 2021. Alors, on doit être un tout petit peu prudent ici. La Banque centrale est indépendante, donc la Banque centrale ne s'est pas coordonnée explicitement avec les pouvoirs publics. Mais comme on était dans une situation d'inflation plus basse que notre objectif, elle était tombée à un moment donné proche de zéro, ça allait très loin, mais en fait, en 2020, à un moment donné, l'inflation était tombée à un niveau proche de zéro au niveau européen, et qu'en même temps, l'économie n'allait pas bien, en termes de politique monétaire, la conclusion qu'on pouvait en tirer était assez simple, c'est qu'il fallait effectivement mener une politique monétaire très souple, accommodante, soutenante pour soutenir l'économie,
mais c'est essentiellement via le canal de la facilitation finalement de la baisse du coût de la dette publique que cette politique monétaire a été opérante. Et on a pu le faire aussi parce que on a mené des politiques au niveau budgétaire à des autorités qui étaient ciblées, qui étaient temporaires, qui étaient limitées dans le temps, qui étaient effectivement massives et c'était nécessaire, mais qui, le plus possible, essayaient d'aider les gens qui étaient en difficulté, les gens ou les entreprises en difficulté dans le cadre de la crise. Alors peut-être un autre constat qui est important, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la politique monétaire, c'est que finalement la raison pour laquelle on essaie de revenir à notre objectif de 2%, je crois que je l'avais essayé d'expliquer suite au rapport de l'année 2019, c'est que ça recrée des marges de manœuvre pour la politique monétaire. Ce qui est important, c'est le taux d'intérêt réel, donc la différence entre le taux d'intérêt et l'inflation. Si l'inflation est à 2%, on a plus de marge de manœuvre que si elle est à 0. Et la crainte, effectivement, c'est que comme on ne peut pas faire baisser les taux d'intérêt très fortement en dessous de 0%, c'est que si on était confronté à une forte crise et que les taux d'intérêt et l'inflation étaient déjà très basses, on n'allait pas pouvoir aider. En fait, la situation des 2 dernières années, le constat qu'on peut poser, c'est que la politique monétaire a pu être efficace et a pu être opérante en dépit du fait qu'on était proche de ce qu'on appelle le lower bound, donc de la limite à la baisse des taux d'intérêt. Et ça, c'est parce qu'on avait quand même des taux d'intérêt qui restaient inférieurs au taux de croissance potentiel de l'économie. Donc les agents économiques, les marchés se disaient, bon, si les États peuvent emprunter à 0%, ce qui était le cas pour la Belgique, et que sur le moyen terme, la croissance de l'économie belge est plus ou moins de 3% et demi, ou de 3%, hein, si on rajoute la croissance et la hausse des prix sur les années qui viennent, en fait, on ne devrait pas avoir une dynamique de dette qui est trop dommageable. Et donc, on a pu rassurer les marchés et créer des conditions de financement pour les États qui ont permis de réagir face à cette crise. Voilà. Donc, le message principal, encore une fois, pour cette année, très grand cru au niveau de la croissance, avec une très belle reprise, mais qui est essentiellement un phénomène de rattrapage par rapport à l'année 2020, forte création d'emplois, et finalement, parler un peu plus spécifiquement du métier de banquier central, une politique monétaire qui est restée opérante en dépit du fait qu'on était proche de la limite inférieure des taux. On peut passer au slide suivant. Alors, ce qui nous a surpris, je crois qu'il faut être honnête sur ce point-là, on s'attendait à une reprise, on était assez optimiste il y a un an. La reprise a été plus vigoureuse que prévu, mais elle a été tellement vigoureuse d'une certaine manière, et certainement aux États-Unis et dans certains sous-secteurs, qu'on a été très vite confronté à des contraintes d'offres qui se sont traduites par une hausse de l'inflation. Donc, ce n'est pas uniquement en fin d'année, parce qu'on a eu un certain ralentissement en fin d'année Omicron, et enfin d'abord le Delta et puis Omicron qui sont venus et qui ont pesé sur la croissance. On a été beaucoup plus vite que prévu, confronté à nouveau, dans des pays comme la Belgique, mais aussi en Allemagne, aussi aux Pays-Bas, aux États-Unis certainement, à des contraintes sur le marché du travail. Les entreprises trouvent difficilement des travailleurs, une forte hausse des prix et des goulets d'étranglement. Alors on sait, on en a beaucoup parlé pendant l'année, c'est les semi-conducteurs, c'est le prix des containers qui a fortement augmenté, certaines matières premières dont les prix ont flambé, puis parfois baissé, puis parfois réaugmenté. Donc, cette reprise a été freinée déjà et plutôt que prévu vers la fin de l'année 2021 par ces goulets d'étranglement. Alors, ici sur le slide, il y a un focus un peu plus spécifique sur le marché du travail et sur les taux de vacances. Donc, en fait, le nombre d'emplois, d'offres d'emploi qui sont publiées par les entreprises rapportées au total des emplois occupés et vacants. Et vous voyez qu'en Belgique, on a un taux de vacances d'emploi qui est très élevé, hein, qui est à 4,7%, qui est plus élevé en jaune qu'avant la crise Covid, qui est plus élevé, nettement plus élevé que la moyenne européenne. Et en fait, ce problème, on le retrouve non seulement en Flandre, où le marché du travail, on le sait, était déjà très tendu avant la crise, mais on le retrouve aussi à Bruxelles et en Wallonie, en dépit d'un taux de chômage qui est resté élevé. Donc on a la cohabitation dans le sud du pays, du côté francophone, d'un taux de chômage qui reste élevé, mais en même temps d'un taux de vacances d'emploi, d'entreprises qui ne trouvent pas des travailleurs, qui est plus élevé que dans la moyenne européenne. Et on voit que, et c'est assez paradoxal, c'est très présent dans le secteur de l'ORECA,
alors qu'on aurait pu croire que c'était un secteur où beaucoup de gens allaient se retrouver au chômage et avoir des difficultés à retrouver de l'emploi. En fait, certaines personnes du secteur de l'ORECA, après 2 ans de lockdown, se sont réorientées vers d'autres secteurs, et on voit que ce secteur aujourd'hui, qui peut redémarrer, a de grosses difficultés à trouver des travailleurs. Et de manière anecdotique, parfois vous allez au restaurant, vous étiez habitué d'aller, et puis vous dites, tiens, c'est tout à fait la même qualité qu'on avait avant. Oui, ils ont des difficultés à trouver des travailleurs. Et on voit que c'est un phénomène qui est assez généralisé, problème dans la construction, dans les activités évidemment scientifiques et techniques, l'informatique, on le savait, mais même les services administratifs, gros problème pour trouver des travailleurs. Alors quel est le message ici, au-delà du fait qu'on a été quelque part un peu surpris, en matière de politique économique, et je crois que c'est très important de le rappeler, c'est finalement un raisonnement très simple, il fallait soutenir massivement l'économie pendant la crise, mais aujourd'hui, en fait, si on continue à soutenir l'économie, et peut-être à part les secteurs qui sont encore confrontés, mais on espère que c'est très temporaire maintenant, à des restrictions, ça n'a plus de sens aujourd'hui de soutenir l'économie. L'économie, aujourd'hui, elle est freinée dans sa reprise par des contraintes d'offres, des contraintes de disponibilité de main-d'œuvre, des problèmes sur certaines chaînes de valeur qui sont bloquées parce qu'on manque de semi-conducteurs, ou on manque de navires, ou on manque d'autres choses, de matières premières. Et donc, rajouter, en essayant de stimuler de la croissance, à rajouter de la demande dans ce contexte-là, c'est en fait quelque part mettre l'huile sur le feu de l'inflation et d'une économie qui est déjà dans une situation de contrainte d'offres. Donc, on est passé très très vite d'une situation où il fallait soutenir massivement l'économie à une situation où maintenant ça ne se justifie plus. Et non seulement ça ne se justifie plus, mais c'est même potentiellement problématique, parce que si on stimule la croissance dans un environnement où on est déjà confronté à des contraintes, on risque d'avoir de la surchauffe, et en particulier sous forme d'inflation. Donc c'est non seulement, et ça je le disais depuis un petit temps, si l'économie va mieux, le temps de reconstituer des buffers, mais ça va même au-delà de ça. Aujourd'hui, essayer de stimuler l'économie de manière indiscriminée est même plutôt une mauvaise idée. Et le bon exemple ici, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, et certains l'avaient vu venir, hein, Larry Summers par exemple avait dit, moi je regarde le problème de la crise aux États-Unis, hein, de l'impact de Covid, c'est grand comme ça, c'est très très significatif, et je regarde l'ampleur des politiques publiques fiscales, hein, des plans d'action qui sont mis, et c'est un multiple de l'ampleur du problème. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des goulets d'étranglement, on va avoir de l'inflation, on va trop loin dans la politique de relance de l'économie. Et c'est effectivement ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, une économie en surchauffe avec une inflation qui a complètement dérapé. On peut passer alors au slide suivant. Et là, le message, finalement, c'est que il est temps, et je viens de parler du monétaire, je vais y revenir, mais aussi en termes de politique budgétaire, de revenir vers une politique budgétaire qui est moins soutenante, où on reconstitue des marges. Alors, rapidement, parce que je vais revenir dessus, ici on montre 3 scénarios. On montre un scénario de base où on ne fait rien. Si on ne fait rien, le déficit augmente. En fait, il augmente de 4 à 6% du PIB. C'est le coût du vieillissement de la population qui commence à jouer. Et ça, c'est s'il n'y a pas de crise. Donc, si on ne fait rien et qu'il n'y a pas de crise économique, qu'on a un taux de croissance normal. Là, en horizon 2030, la probabilité qu'on n'ait pas de récession est très faible. Et donc, il faut en fait rajouter à ça, si on a une récession, un déficit qui augmente encore typiquement de 2 ou 3% du PIB. Et alors, on atteint des niveaux qui vont faire réagir les marchés parce qu'il y aura un vrai problème de soutenabilité. Si on suit les règles budgétaires actuelles, c'est-à-dire dans les 20 ans de ramener la dette à un niveau de 60% du PIB, vous savez qu'on est à pratiquement 110%, il faudrait alors mener un effort en matière de déficit, c'est sur la droite du graphique, pendant une période assez longue, je crois jusqu'en 2028, où il faudrait année après année réduire le déficit de 0,6% pour arriver à l'équilibre, et pour arriver finalement en 20 ans, ramener la dette à 60% du PIB. En toute franchise, je ne pense pas que c'est très réaliste politiquement de penser qu'on va y arriver. Je ne crois pas que ce soit très souhaitable d'un point de vue économique. Dans un environnement où on est confronté au vieillissement de la population, aux enjeux climatiques, de se donner un objectif aussi ambitieux de maintenir l'équilibre, d'aller rapidement vers l'équilibre, de le maintenir pendant une longue période pour ramener la dette à 60%. Le minimum, par contre, et c'est vraiment un minimum, c'est d'arriver sur l'ensemble d'un cycle économique à un déficit qui est légèrement inférieur à 3%, pour que la dette retombe à 100% du PIB en 2043, dans 20 ans. Mais ça, c'est vraiment le minimum. Et j'insiste beaucoup là-dessus,
Si on veut stabiliser la dette et la faire baisser vers 100% du PIB, on doit avoir un déficit sur l'ensemble du cycle qui, en moyenne, est légèrement inférieur à 3%. Mais ça veut dire que quand l'économie se porte bien, quand on n'est pas en récession, on doit avoir un déficit qui est beaucoup plus bas que ça. Alors, 1,5 ou 1, il faudra voir, de sorte que l'on puisse absorber une récession et mener effectivement les politiques qui s'imposent pour éviter des dégâts sociaux trop importants en période de récession. Donc ça veut dire qu'à court terme, il faut essayer d'aller, peut-être d'ici la fin de la législature, vers un déficit de 3% pour stabiliser la dette, et que le gouvernement suivant, si l'économie se porte bien, devra essayer d'aller vers un déficit plus bas, aux alentours de 1,5 ou 1% du PIB, pour pouvoir reconstituer des marges de manœuvre. Et puis, en toute franchise, il faudra regarder où vont les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt réels restent relativement bas, il ne faudra pas faire beaucoup plus. Si les taux d'intérêt réels remontent, on sera peut-être obligé de faire plus que ça. Mais dans un premier temps, essayer d'aller vers 3% dans les 2 ans qui viennent, et puis de se reconstituer des marges de manœuvre. Et plus tôt on commence, au plus on pourra le faire de manière graduelle. Slide suivant. Alors, en matière de politique monétaire, vous n'êtes pas sans savoir, et on parle beaucoup, qu'on connaît aujourd'hui une très forte hausse de l'inflation. Alors, je crois que c'est quand même important, et peut-être certains qui sont attentifs à ce genre de débat savent, ou ont vu que je m'étais parfois positionné en matière de politique monétaire, on me qualifiait parfois de faucon en disant attention, cette inflation elle est là, et on ne pourra pas continuer à mener une politique super accommodante, comme s'il n'y avait pas d'inflation. Mais, à l'inverse, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on doive surréagir par rapport à l'inflation qu'on connaît. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Si vous regardez les États-Unis, c'est peut-être le meilleur moyen de commencer l'explication, vous voyez qu'il y a une inflation qui est non seulement très élevée, qui dépasse 7%, comme en Belgique du reste, mais surtout que l'inflation hors énergie, donc l'inflation sous-jacente, core inflation, a dépassé les 5% et va vers 6%. Donc ils ont une inflation aux États-Unis qui maintenant est en fait le fruit pas uniquement de l'augmentation des prix de l'énergie, mais c'est une inflation qui s'est répandue dans pratiquement tout le reste de l'économie, avec effectivement un risque réel que les choses ne soient plus sous contrôle. En Europe, la situation est très différente. On a une inflation qui reste essentiellement une inflation importée, c'est la ligne bleue, alors que la ligne bleue pointillée, qui exprime une inflation sous-jacente, a augmenté, c'est vrai, mais en fait a augmenté à un niveau qui est proche de 2%, qui est notre niveau objectif d'inflation sur le cycle économique. On a confirmé un objectif de 2%. Donc si on regarde l'inflation sous-jacente, elle est à peine supérieure à notre objectif. Le reste, c'est de l'inflation énergétique. Or, même si les prix devaient se stabiliser au niveau assez élevé d'aujourd'hui, on pense qu'ils vont baisser, mais à un moment donné, à 1 an d'écart, ça ne génère plus de la nouvelle inflation. Donc on pense que l'inflation va se modérer, moins vite qu'on l'avait cru ou espéré, mais le cas de base, c'est un peu qu'elle va retomber à un niveau relativement proche de 2%. Donc ça veut dire qu'on doit sortir d'une politique monétaire très très accommodante, très très soutenante qu'on a menée pendant la crise. Ça me paraît assez évident. Et je trouvais qu'on avait un peu attendu peut-être trop longtemps avant de le dire. Par contre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit aller vers une correction monétaire qui est tout à fait brutale. Donc, en matière de politique monétaire, on est face à des enjeux qui sont complexes. Ils sont complexes parce qu'il y a une grosse incertitude sur l'inflation. Il faut le dire de manière assez claire. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. On n'a pas été très très bon dans nos projections d'inflation. On n'a pas vu cette inflation venir. On a cru pendant longtemps que c'était transitoire. Et on doit aujourd'hui constater que cette inflation va durer plus longtemps que prévu. Mais je voudrais quand même insister sur une chose, au risque d'être un tout petit peu lourd dans mon message. L'inflation qu'on connaît aujourd'hui, elle n'est pas le résultat d'une politique monétaire qui a été trop accommodante. Elle est le résultat d'une flambée des prix de l'énergie, essentiellement. Sauf à penser qu'on aurait dû créer une récession pour casser la hausse des prix. Aujourd'hui, c'est une inflation que l'on subit. Alors on doit être attentif au fait que cette inflation énergétique ne se transmet pas comme aux États-Unis, au reste de l'économie, avec une inflation qui deviendrait généralisée. C'est pour ça qu'on doit sortir d'une politique monétaire super accommodante. Mais ceux qui pensent que la Banque centrale aurait pu éviter la hausse des prix de l'énergie que l'on connaît aujourd'hui se trompent de débat. Cette inflation énergétique, elle est le résultat
d'un sous-investissement pendant les années de crise, et nous ne pouvons pas créer du gaz ou du pétrole ou une augmentation de la production de gaz ou de pétrole ou d'électricité par notre politique monétaire. On peut passer au slide suivant. Alors, il y a une caractéristique qui est particulière en Belgique, vous le savez, c'est qu'on a une indexation automatique des salaires, et ça s'accompagne d'ailleurs d'un mécanisme de contrôle de la formation des salaires, avec un lien par rapport aux pays voisins. Et dans mon esprit, les deux vont ensemble. C'est parce qu'on a une indexation des salaires en Belgique qui est un régime assez unique, et qu'il y a eu des dérapages salariaux dans le passé, suite au choc pétrolier, qu'on a en même temps un mécanisme avec cette loi de sauvegarde de la compétitivité, de contrôle des salaires. Alors, le fait qu'on ait cette indexation automatique en Belgique et que c'est plus ou moins unique en Europe, fait que l'inflation va plus vite qu'ailleurs se traduire par une augmentation des salaires. Et donc, il n'y a pas photo, en 2022, cette année-ci, on va connaître une forte détérioration de notre situation concurrentielle. On avait connu une amélioration, une légère amélioration l'année passée, on va connaître une forte détérioration cette année-ci. Maintenant, notre cas de base, et il y a une incertitude autour de ça, mais notre cas de base, c'est quand même que, comme il y a des tensions sur le marché du travail, pas uniquement en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, aussi en Allemagne et dans une certaine mesure en France, on pense que les travailleurs vont être en mesure, même si moins rapidement qu'en Belgique, d'obtenir une compensation pour l'inflation. Et certainement si les prix de l'énergie commencent à baisser. Et donc on pense qu'avec effet retard, on va avoir une augmentation des salaires plus dynamique dans les autres pays, et qu'à horizon 2024, l'écart de compétitivité entre la Belgique et les pays voisins devrait largement se résorber. Maintenant, je vais être tout à fait honnête, je le suis toujours, mais transparent, on a beaucoup plus de certitude sur le niveau de l'indexation des salaires en 2022 et l'écart qui va se créer par rapport aux pays voisins, donc une perte de compétitivité. On a de visibilité sur l'évolution des salaires dans les pays voisins. Donc c'est quelque chose auquel on doit être attentif. Nous pensons qu'il y a de grandes chances que le problème soit essentiellement temporaire, mais on ne peut pas du tout exclure qu'il soit moins temporaire, et donc c'est quelque chose auquel il faudra être très attentif dans les mois qui viennent. Alors, peut-être un mot sur la formation des salaires en Belgique. On a une formation des salaires qui est rigide en Belgique, parce qu'on a une indexation automatique, de sorte que les salaires ne peuvent pas connaître de baisse réelle. Et on a la loi de sauvegarde qui fait que les salaires ne peuvent pas augmenter au-delà de la croissance dans les pays voisins. Donc l'adaptation des salaires en Belgique, quand il y a des tensions sur certains secteurs, que les marchés du travail sont plus tendus à certains endroits qu'à d'autres, dans certains secteurs que d'autres, pour certaines qualifications par rapport à d'autres, on a un marché du travail qui ne réagit pas rapidement à ce genre d'évolution parce que l'évolution des salaires est quelque part bloquée dans un couloir étroit entre la loi de sauvegarde et l'inflation, l'indexation automatique. C'est un problème, mais ce n'est pas tellement le problème du jour. Le problème du jour, c'est beaucoup plus, de nouveau, un problème macroéconomique de positionnement ou de position concurrentielle de l'économie belge. Alors, on peut aujourd'hui avoir un débat sur la question plus microéconomique, mais je crois qu'aujourd'hui, l'accent doit de nouveau être mis sur le problème de positionnement en matière concurrentielle. On peut passer au slide suivant. Le slide suivant, simplement pour vous dire que les défis structurels qui préexistaient à la crise, ben, ils sont toujours là, il n'y a pas de miracle. Hein. Pendant la crise, on s'est occupé de la crise. Certains étaient d'avis qu'on devait en profiter pour changer fondamentalement notre modèle économique, notamment par rapport à la transition verte. Oui, si on a pu le faire, tant mieux, mais en même temps, on sait bien que quand on est confronté à une crise très grave, qui est difficile à gérer, qui est inhabituelle, c'est un petit peu, quelque part, de la gestion de crise, parfois du bricolage. Encore une fois, je pense qu'en Belgique et ailleurs, on a bien géré ça. On a évité un effondrement de nos économies. Et je crois que c'est utile de parfois se remettre 2 ans en arrière. On a vraiment cru qu'on avait pratiquement rendez-vous avec les années 30 et une récession unique, très profonde, qui aurait pu faire des dégâts très importants au niveau économique et au niveau social. On a très très bien limité la casse. Mais les défis structurels n'ont pas disparu. Alors les défis structurels, en fait, c'est un peu ce qu'on répète depuis 10, 15, 20 ans. Il y a des améliorations sur certains fronts. Il y a des défis qui deviennent plus prégnants comme celui du climat, mais c'est le vieillissement de la population, c'est le climat, je viens de le mentionner. C'est le fait que notre croissance de la productivité en Belgique est faible. Et donc, en fait, notre potentiel de croissance est assez faible. On va devoir se réattaquer à ces défis.
parce qu'encore une fois, on sort d'une gestion de crise, parce qu'encore une fois, ce n'est plus le moment simplement de soutenir l'économie de manière généralisée. Et il est vrai, on aura moins de moyens budgétaires par rapport à la situation d'avant-crise, puisque notre déficit a augmenté, notre dette a augmenté. Et donc, cette sortie de crise sera en fait, d'un point de vue de la gestion de l'économie, moins facile que la période de crise. La crise était compliquée parce que c'était la crise, mais en fait, de politique économique, c'était assez simple. Il fallait dépenser beaucoup d'argent, de manière ciblée et temporaire, mais pour éviter que l'économie ne s'effondre. Maintenant, on doit revenir vers un environnement où on doit faire des choix et réduire les défis. Je peux passer au slide suivant. Voilà ce que j'ai essayé de faire en fait dans le début de cette, en 25 minutes de cette présentation, c'est vous donner les grandes lignes, les grands messages du rapport annuel. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est revenir de manière un peu plus ponctuelle sur certains de ces messages, en rajoutant, si vous voulez, des nuances supplémentaires ou de l'information supplémentaire. Alors, on va revenir de manière assez classique sur la situation au niveau mondial, puisque j'avais commencé avec un slide qui reprenait simplement l'économie belge, et très rapidement pour vous montrer que la reprise a été généralisée en 2021, avec des prestations assez remarquables en Inde, en Chine, au Brésil, aux États-Unis. L'Europe a connu une croissance globalement de 5,2%, ce qui est tout à fait honorable. Et peut-être la surprise, c'est effectivement la croissance en Allemagne. L'Allemagne était longtemps considérée que le moteur économique de l'Europe était moins élevé. En fait, parce que l'Allemagne, plus qu'un pays comme la Belgique, plus que les Pays-Bas même, est vraiment confrontée à ces contraintes de pénurie de main-d'œuvre. Le secteur de l'automobile a été en partie ralenti faute de semi-conducteurs. Et donc l'Allemagne vraiment a été confrontée à ces contraintes d'offres, peut-être encore beaucoup plus que la Belgique. On peut passer au slide suivant. Alors, je reviens un petit peu justement sur ces contraintes d'offres, parce que c'est une histoire un peu compliquée. J'avais lu, comme tout le monde, qu'on manquait de semi-conducteurs, et l'interprétation qu'on avait tendance à en faire, c'est un choc d'offres. Il n'y a pas assez de semi-conducteurs, donc l'offre est contrainte, est limitée, elle ne parvient pas à répondre à la demande. Jusqu'au moment où j'ai lu une série d'articles plus spécialisés sur le secteur des semi-conducteurs pour me rendre compte que ce n'était pas un choc d'offres, mais c'était un choc de demande. Il y a eu une très très forte augmentation de la demande pour les semi-conducteurs en 2021. L'offre a augmenté, mais n'est pas parvenue à suivre. Donc ce n'est pas qu'il y a eu un choc d'offres que tout d'un coup l'offre a diminué, c'est que la demande a vraiment explosé et l'offre n'est pas parvenue à suivre. Pourquoi est-ce que la demande a explosé? En fait, il y a eu une forte reprise à l'échelle mondiale, mais au-delà du fait qu'il y a eu une forte reprise, il y a eu un changement dans la composition de la demande. Les gens ont été bloqués chez eux, ils étaient en lockdown, ils ne pouvaient pas aller faire leurs courses, ils ne pouvaient pas aller chez le coiffeur. Et ils ont, au moment de la reprise, mais étant toujours parfois contraints dans leurs contacts sociaux, notamment au niveau de l'Europe et autres, ils ont investi plus que d'habitude dans des biens, plutôt que dans des services. Pour faire simple, ils ont moins été en vacances, ils ont moins été chez le coiffeur, et ils ont plus acheté de PlayStation, de voitures, de biens pour la maison, etc. Et donc, au-delà de cette forte reprise, comme il y a vraiment eu un effet de composition de la demande, dans toute une série de secteurs, l'industrie, parce que c'est l'industrie qui produit des biens, n'est pas parvenue à suivre. Et résultat des courses, c'est qu'on a 55% des entreprises en Belgique qui disent qu'elles connaissent aujourd'hui des difficultés d'approvisionnement, qu'elles ne parviennent pas à répondre à la demande. Si on regarde la production, le PIB dans son ensemble, on est revenu légèrement au-dessus du niveau de 2019. Donc on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'on ne parvient pas à reproduire ce qu'on produisait en 2019? Eh bien, la réponse, c'est parce que la composition de la demande n'est pas tout à fait la même. La demande a plus augmenté pour certains biens, parfois très spécifiques, et moins pour d'autres. Alors, je peux passer au slide suivant. Et là, je refais un focus peut-être plus spécifique sur l'inflation. Donc, un des résultats de cette demande qui reprend de ces contraintes d'offres, c'est effectivement la forte hausse de l'inflation. Alors, si on regarde la Belgique, on constate que pour l'inflation totale en Belgique, 3,2% sur l'ensemble de l'année 2021, est légèrement supérieure à l'inflation des pays voisins, des 3 pays voisins. Mais en réalité, il faut aller en bas du graphique, on voit que si on fait abstraction des prix de l'énergie,
On a une croissance de seulement 1,2% en Belgique sur l'année, par rapport à 1,9% dans les pays voisins. Donc la grosse différence entre la Belgique et les pays voisins, c'est les prix de l'énergie, qui ont augmenté de 22% en Belgique, de 11% dans les pays voisins. Pourquoi? Il y a l'effet du nucléaire en France, hein, donc les prix de l'énergie ont moins augmenté en France, en plus, parce qu'ils ont une forte production nucléaire en matière d'électricité, le gouvernement a pu s'autoriser une limitation des prix, qui a fort touché l'opérateur historique qui est EDF. Mais quand vous avez une grosse partie de votre énergie qui est produite par l'électricité nucléaire, ça posait moins de problèmes. Ce n'était pas possible en Belgique, ce n'était pas possible en Allemagne, ce n'était pas possible aux Pays-Bas. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'en Belgique, on a plus de contrats à court terme et qu'on a encore pas mal de gens qui se chauffent au mazout et que le mazout est peu taxé. Donc, quand il y a une forte augmentation des prix pétroliers, ça apparaît plus dans l'inflation que dans les pays voisins. Donc, on a le prix du pétrole est le même en Belgique que dans les pays voisins. C'est simplement que s'il y a plus de gens qui achètent du mazout de chauffage et que les contrats sont des contrats à relativement courte durée, on refait le point de s'accuser de mazout, on a une réaction de l'inflation en Belgique par rapport au prix de l'énergie qui est beaucoup plus rapide. Alors, on peut passer au stade suivant. Ça, c'était pour l'année 2021. La question, c'est maintenant, vers où est-ce qu'on va? Et c'est une question qui est peut-être, on doit peut-être se poser plus en matière, en tout cas, si on s'intéresse aux conséquences pour la politique monétaire, au niveau européen qu'au niveau belge. Alors, vers où est-ce qu'on va au niveau européen? Jusqu'à la fin de l'année passée, le message, c'était de dire l'inflation est purement temporaire et on va retomber sous 2%. C'est la ligne bleue foncée que vous voyez, les petits pointillés qui sont tout en haut du graphique et qui retombent effectivement sous 2%. En janvier, on a eu une réunion, il y a de nouveau. En fait, le jour où on avait des nouveaux chiffres d'inflation pour janvier, et on a de nouveau une surprise, donc on a de nouveau une inflation qui était supérieure à notre prévision, et ça a un peu changé l'état d'esprit autour de la table. Et de plus en plus de gouverneurs ont dit, mais finalement, cette inflation, elle est plus durable qu'on l'a annoncé. Il y a peu de chances qu'on retombe sous 2% cette année-ci, en fin d'année. Et l'atterrissage en 2023-2024, oui, nos modèles disent moins 2%, mais enfin, si vous voyez ici notre historique de projection, on a surestimé l'inflation de manière constante entre 2013-14 et 2020, et puis ça fait maintenant pratiquement un an qu'on la sous-estime. Nos modèles ne sont pas très performants quand il y a un retournement de l'inflation, donc on doit être beaucoup plus attentif à ce qu'on voit, à ce que nous disent les entreprises, et ils nous disent que l'inflation va continuer à persister, qu'elle ne va peut-être pas rester à des niveaux de la fin de l'année 2021, mais qu'elle va persister à des niveaux plus élevés que 2% pendant encore un certain temps. Et ça, à nouveau, ça veut dire qu'on va probablement atterrir à un niveau proche de 2%, peut-être même un peu supérieur dans un premier temps. Et de toute façon, et je l'ai dit en plusieurs interviews, finalement, qu'on retombe à 2,2 ou 1,8, ça ne devrait pas faire une très grosse différence. On est proche de notre objectif et on doit aller vers une certaine normalisation de notre politique monétaire. Alors, c'est un petit peu ce qu'exprime le slide suivant. Si vous voulez, on peut dire qu'il y a trois scénarios. Faire ça, plus que trois, mais disons pour essayer de déblayer un peu le terrain. Un scénario, c'est que l'inflation retombe à l'horizon 2023-2024 à un niveau proche de 2%. Et là, ça veut dire qu'il n'est plus nécessaire de stimuler l'économie fortement pour arriver à notre objectif. On était en dessous de notre objectif, donc on essayait de stimuler l'économie. Dès le moment où on est à notre objectif, on va avoir une politique de taux, de politique monétaire qui est moins stimulante. Donc ça veut dire qu'on doit sortir des achats massifs de titres et qu'on doit avoir un niveau de taux d'intérêt réel, corrigé pour l'inflation, qui est moins stimulant. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est le cas de base. C'est le nouveau cas de base depuis le mois de janvier. Le cas de base, avant, c'était qu'on tombait sous 2%. Il y a une autre possibilité, c'est que l'inflation continue à nous surprendre à la hausse, et alors on va réagir avec une politique monétaire qui deviendra vraiment contraignante pour essayer de casser cette hausse de l'inflation. Si elle commence à se traduire de manière trop manifeste en dehors des prix de l'énergie vers le reste de l'économie, et là, ça va être volatile et compliqué au niveau des marchés financiers qui s'étaient projetés dans un environnement de taux qui restait bas et qui ont investi dans des dettes à des niveaux de taux d'intérêt faibles. S'il y a une correction brutale, ça va être compliqué. Et il ne faut jamais exclure le troisième scénario, c'est qu'après une forte poussée de l'inflation pendant 2 ans, que l'inflation effectivement retombe sous 2%,
Alors certains diront, ah, on est de nouveau plus à notre objectif et donc il faut en remettre une couche, recommencer avec une politique monétaire soutenante. Mon avis personnel en la matière, c'est que ça ferait alors pratiquement 10 ans qu'on aurait mené une politique monétaire très soutenante. Et honnêtement, si après ça, l'inflation retombe durablement en dessous de 2%, c'est qu'on a un problème avec l'efficacité d'une politique monétaire. Et je crois qu'alors, il faut commencer à mettre un accent plus important sur la stabilité financière. On sait que notre politique monétaire très, très soutenante provoque des comportements de recherche de rendement, search for yield, qui ont des effets déstabilisateurs sur les marchés financiers, qui ont des effets négatifs sur le prix du logement. Et en toute franchise, si on retombe en dessous de 2%, suite à cette poussée inflationniste, je crois qu'il serait alors temps de se poser des questions peut-être un peu plus existentielles sur l'efficacité de notre politique monétaire. Mais on n'en est pas du tout là. Et pour l'instant, notre cas de base, celui de la BCE, peut-être celui auquel je me raccroche pour l'instant, c'est que l'inflation devrait graduellement retomber à un niveau proche de notre cible. Alors, un petit point quand même encore, pardon, sur l'inflation avant de passer au prix du logement. Je sais que j'avais laissé entendre, que je vais passer au slide suivant, mais j'ai oublié de dire une chose. Mais on peut rester sur celui-ci, il n'y a pas de problème. La grosse incertitude, c'est, OK, on va normaliser, mais on normalise vers où? C'est quoi maintenant un taux d'intérêt normal, un taux d'intérêt que l'on pratique quand on est à notre objectif d'inflation? On n'a pas été à notre objectif d'inflation depuis 2014. Donc, l'incertitude va progressivement se déplacer sur la question de savoir si on normalise ou pas. Je crois que c'est assez clair qu'on va normaliser, mais on normalise vers quel niveau de taux d'intérêt? Certains disent 1%. Mais 1%, si l'inflation est de 2%, c'est toujours des taux réels fortement négatifs. 2%, 2%, ça veut dire qu'on aurait des taux réels zéro. Donc on aurait des taux réels, des taux nominaux qui permettent juste de compenser pour l'inflation. Il faut savoir que pendant longtemps, on a eu des taux réels de 2%. Donc peut-être que si on est à notre objectif d'inflation, la nouvelle norme, c'est que les taux d'intérêt réels ne sont plus négatifs, mais peut-être légèrement positifs. Légèrement positifs. S'ils doivent remonter à 1% en termes réels, on est à 2% d'inflation, ça veut dire un taux d'intérêt de 3%. Ce n'est pas du tout ce que les marchés ont en tête aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, l'incertitude, c'est quand est-ce qu'on va sortir de QI de nos achats d'actifs et commencer à remonter les taux. Je crois qu'il y a un consensus de plus en plus fort sur le fait que ça va arriver dans le courant de l'année 2022, peut-être au début 2023 ou fin 2022 pour les taux. Mais de plus en plus, le débat va se reporter sur, oui, mais on va vers où? On va vers 1%, on va vers 2%, on va vers 3%. Aux États-Unis, dans une économie en surchauffe, avec des pénuries de main-d'œuvre, les taux d'intérêt réels à 10 ans restent inférieurs à 0, donc on continue à avoir des taux d'intérêt réels négatifs, ce qui est un tout petit peu surprenant, et je ne suis pas du tout sûr que c'est un atterrissage liquide. Les prix de l'immobilier. Alors je l'avais déjà dit l'année passée, mais c'est un petit peu particulier qu'on connaisse une forte hausse des prix de l'immobilier en pleine récession, en pleine décroissance, au moins temporairement, mais une vraie chute du PIB. Alors, c'est évidemment lié à cette crise très particulière, c'est que les gens ont été obligés de rester chez eux, ont découvert que si on est dans un logement qui n'est pas très grand, mais qu'on peut se balader en rue, aller au café, c'est peut-être pas trop grave, ou pas trop désagréable, mais si on est enfermé chez soi, on a plus envie d'avoir un jardin, on a plus envie d'avoir une terrasse, des pièces plus grandes pour pouvoir télétravailler, parce que sinon on se marche sur les pieds. Donc, résultat des courses, la préférence des gens s'est orientée vers des logements plus grands, dans la mesure de leurs moyens. Mais donc ça a créé de la pression sur la demande de logement dans un environnement de taux très bas, avec une flambée alors des prix immobiliers. Alors c'est la combinaison d'une série de choses, je crois, et je crois qu'il faut l'admettre que la politique monétaire est une des raisons pour lesquelles les prix immobiliers ont augmenté et pour lesquelles on doit être attentif à ne pas trop rajouter de l'huile sur le feu. Il y a des considérations d'aménagement du territoire, hein, le bet and stop en Flandre, dont on commence à parler en Wallonie, l'idée qu'au fin de préserver la biodiversité, de favoriser les transports en commun, on doit éviter une banlieusisation trop importante, on doit préserver des terres agricoles ou des terres avec des espaces naturels. Évidemment, si la population continue à croître, que les gens veulent des logements plus importants et qu'il n'y a pas de terrain disponible, ça va créer une pression sur le prix des logements. Il faut trouver des sous-plots de sécurité pour pouvoir peut-être construire
sur des gabarits plus élevés ou autres, sans quoi on risque d'avoir structurellement un problème d'accès au logement pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Bon, ceci étant dit, à ce stade-ci, on n'observe pas une baisse du nombre de jeunes qui achètent des maisons ou de leur proportion parmi la population qui achète. On constate évidemment une augmentation de la dette des ménages, et qui est en partie compensée par une augmentation de leur patrimoine. On était en dessous de la moyenne européenne, on est en dessus de la moyenne européenne, c'est le graphique du milieu. Et alors, on est dans un environnement où, parce que les taux sont en partie très bas et finalement on a une forte reprise en 2021, les taux de défaut sur les crédits hypothécaires sont historiquement à un niveau très bas de 0,7%. Donc pour l'instant, on n'a pas de gros problèmes à ce niveau-là, mais il faut rester attentif. Je crois que si les prix de l'immobilier devaient continuer à augmenter à un rythme qui est beaucoup plus élevé que l'inflation, on a un vrai risque à terme, et je crois que ça doit être un des éléments qu'on regarde quand on conduit notre politique monétaire. J'en viens maintenant à la situation du secteur financier. Je vais être assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément de nouvelles choses à dire, et les nouvelles sont plutôt bonnes. Un des gros défis pour le secteur financier, il est de plus en plus visible, et certainement pendant la phase de pandémie, c'est la digitalisation. De moins en moins de gens vont de leur agence, et de plus en plus de gens font leurs transactions à distance. Et donc c'est un enjeu qui est à la fois une opportunité pour une série de banques qui offrent des services de plus en plus complets via le canal digital, qui parviennent à économiser et même à améliorer la qualité de leur service dans certains cas. Ça peut créer des problèmes d'accès aux services bancaires pour les personnes âgées qui ne sont pas à l'aise avec le canal digital, et on en connaît probablement tous. Il y a aussi des banques qui ont plus de difficultés à investir si elles sont moins grandes ou qu'elles ont une architecture informatique qui est disparate parce que, par exemple, le résultat d'une série d'acquisitions du passé. Dans ce cas-là, ça peut être un danger en termes de modèle d'entreprise pour une série d'entreprises. J'ai des fenêtres qui s'ouvrent sur mon écran, je vais fermer, qui me rappellent à l'ordre, mais c'est moins urgent. Donc, c'est effectivement une menace aussi pour certaines institutions financières qui ne parviendraient pas à prendre le train de la digitalisation. Et puis, il y a tout le débat sur les crypto-monnaies, les crypto-assets, le digital euro et autres. Qui peuvent avoir des effets évidemment sur le rôle des banques centrales, mais aussi en matière de protection des consommateurs, en matière de positionnement des acteurs historiques. Et donc le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur financier dans son ensemble reste confronté à des enjeux qui sont complexes. On peut passer au slide suivant. Alors, le message quand même, c'est que le secteur financier a été résilient pendant la crise, qu'il a favorisé la reprise, qu'il a continué à financer globalement l'économie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit que ici et là, c'était compliqué. Et c'est vrai que pour une banque, ce n'est pas facile de continuer à financer une entreprise qui, depuis un an ou parfois plus, est confrontée à des mesures de confinement. Et donc, il y avait un certain rôle pour les pouvoirs publics. Il y a des primes qui ont été offertes par les régions, il y a des garanties de financement qui ont été offertes par l'État fédéral. Enfin, globalement, on peut considérer que le secteur financier était plutôt une partie de la solution à la crise plutôt qu'à l'origine de la crise, comme c'était le cas au moment de la crise financière. Et là, je reviens un peu sur mon histoire de la nécessité de reconstituer des marges de manœuvre quand la situation économique est favorable. Suite au choc de la crise financière, on a mis la pression, très très forte pression sur les banques, les compagnies d'assurance, pour qu'elles augmentent leur capital, leurs réserves, leurs fonds propres. Ça a été un effort constant qu'on a mené pendant 10 ans au niveau de la Banque nationale de Belgique, du superviseur européen en matière bancaire, le SSM. On a vraiment mis la pression sur les banques, elles n'étaient pas contentes, elles étaient parfois fâchées, et on leur a dit non, 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 on ne veut pas connaître à nouveau une crise comme celle de 2007-2008. Et donc, à telle enseigne qu'en 2020, les réserves, la position capitalistique des banques en Belgique et en Europe avaient pratiquement doublé. 6,5% par rapport à 3,2%. Et il faut savoir qu'en plus, il y a eu un de-risking, donc on a réduit les risques à l'actif des banques. Donc elles ont 2 fois plus de capital pour faire face à des chocs sur un portefeuille qui a priori est moins risqué. Alors, on a une toute petite inquiétude, c'est que si la politique de taux bas perdure, on voit qu'ici et là, on a des compagnies d'assurance, on a des banques qui commencent à essayer de prendre des positions plus risquées pour retrouver du rendement. Ce que j'évoquais tout à l'heure, le search for yield. Et ça, c'est certainement quelque chose auquel on va rester attentif.
Mais donc, le message que je veux donner ici, c'est que recréer des marges de manœuvre quand l'économie va bien, c'est quelque chose qu'on a imposé aux banques, au secteur financier, et on en a récolté les fruits pendant la période de crise qu'on vient de connaître. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est en fait mener le même type de politique. C'est plus compliqué, hein, parce que pour les superviseurs bancaires, on dit les banques doivent faire, on ne doit pas être réélu chaque année, mais c'est maintenant ce qu'il faut faire au niveau de la politique fiscale et en fait aussi de la politique. Slide suivant. Je vais être très court, mais on a craint à un moment donné, et c'est vrai que je l'ai craint, et je l'ai communiqué à l'époque sur base d'analyses qu'on avait fait au niveau de la Banque nationale, on a craint une vague de faillite très importante suite à la crise. On a des informations assez détaillées entreprise par entreprise. On avait déjà pas mal d'entreprises qui étaient sous-capitalisées en Belgique. Et donc, on a cru qu'une grosse partie de ces entreprises, c'était 16% de la population d'entreprises en Belgique, pas 16% de l'emploi, mais 16% des entreprises, risquaient de faire faillite, partant d'une situation capitalistique, de réserve très faible. On n'a pas observé ça, ça a été une surprise. Et je crois que le constat qu'on a en tiré, c'est qu'il y a une série d'entreprises qui fonctionnent avec des taux de capitalisation de fonds propres qui sont très très faibles. Ça ne veut pas nécessairement dire que les actionnaires qui sont derrière n'ont pas de moyens. Ça veut dire qu'ils parviennent à fonctionner avec un niveau de capitalisation faible, peut-être parce que les banques savent que ces actionnaires ont des moyens par ailleurs. Et donc, ce qui est perçu comme des entreprises sous-capitalisées est parfois en fait le reflet d'une sous-capitalisation comptable, mais avec des situations plus confortables au niveau de l'actionnariat. Et donc, beaucoup d'actionnaires, ces families and friends, etc., ont remis de l'argent dans les entreprises. Et donc, ces entreprises qu'on qualifiait de zombies ont pu très largement passer le cap de la crise. Slide suivant. Alors 2021, en matière de finances publiques, a été un peu une année de transition. 2020, c'est vraiment l'année où on a mis le paquet. En 2021, on est passé de situation de lockdown temporaire à des situations où l'économie pouvait fonctionner normalement. Et donc, on a progressivement réduit l'intervention des pouvoirs publics, mais en la maintenant dans les secteurs qui étaient en difficulté. Je crois que c'était une politique tout à fait raisonnable, de sortie graduelle, mais où on maintenait les aides et les soutiens dans les secteurs à qui on demandait de faire un effort pour la collectivité, parce qu'il fallait contrer la transmission du virus. Et donc, on a remis encore 14 milliards, c'est significatif, de soutien à l'économie belge en 2021. A priori, ces 14 milliards, ce sont des mesures temporaires qui devraient disparaître du déficit dans les années à venir. C'est pour ça que, même si aujourd'hui on constate un déficit aux alentours de 6%, on a 6,2, d'autres 6, on verra dans les mois qui viennent, on s'attend à ce que le déficit atterrisse en 2023-2024, plutôt à un chiffre autour de 4% du PIB, hein, quand on aura eu à dépenser l'argent qu'on a dépensé en 2020, et puis ici c'est 14 milliards en 2020. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de positionnement, d'endettement des finances publiques à différents niveaux de pouvoir? On constate qu'on a une augmentation des dettes, c'est assez inévitable et logique, mais on constate que cette augmentation est peut-être plus rapide, et si c'est la dette rapportée aux recettes nettes des transferts des différentes entités, on voit qu'on a quand même une forte augmentation en région Bruxelles-Capitale et en région Wallonne. Alors en région Wallonne, il y a eu les inondations, mais le coût de ces inondations ne se retrouve pas encore totalement dans le déficit. Et donc même sans tenir compte des inondations, et loin de moi l'idée de dire qu'il ne fallait pas prendre ses responsabilités en la matière et assumer ce qui devait être assumé, on voit qu'il y a quand même une dynamique là de dette et d'endettement qui est un petit peu préoccupante. Alors on sait qu'en Wallonie, il y a des engagements qui ont été pris pour réduire le déficit, 150 millions par an. Je crois que c'est très important effectivement que ces efforts soient consentis pour que les trajectoires de dette dans les entités fédérées soient sous contrôle. Slide suivant, peut-être je me permets de conclure sur les finances publiques. Vous avez compris, hein, dans l'introduction, j'ai montré ces trois scénarios et j'essaye de tenir un discours équilibré entre la nécessité de faire un effort et de sortir d'une certaine logique de, voilà, s'il y a un problème, il y a quelque part, demander au pouvoir public qui s'en charge. En même temps, toute franchise, je crois que l'idée, c'est dans le traité, hein, mais l'idée qu'on doit revenir dans les 20 ans à une de 60% du PIB, si les taux d'intérêt réels restent relativement faibles, je crois que c'est probablement un petit peu trop ambitieux et peut-être pas tout à fait réaliste. Donc, l'objectif de revenir sous un déficit de 3%, oui, clairement,
Est-ce que pour autant, il faut mener une politique d'assainissement très longue pour arriver dans les 20 ans à une dette de 60% du PIB? Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait souhaitable. Mais peut-être que le message que je fais passer ici est un peu plus fondamental. Les marchés financiers, au mois de janvier, suite à une nouvelle surprise d'inflation plus élevée qu'attendue, ont changé d'état d'esprit. Les marchés financiers, maintenant, s'inscrivent clairement dans un cadre de resserrement de la politique monétaire, graduel, mais d'un argent qui va devenir de plus en plus cher, une hausse des taux d'intérêt. Dans la société, et j'y ai peut-être un petit peu contribué à la suite de mon plein gré, j'ai l'impression qu'on vit encore un petit peu dans l'état d'esprit que s'il y a un problème, l'État doit s'en occuper. Et là, je crois qu'il faut distinguer une intervention de l'État, des pouvoirs publics, qui est indispensable en période de crise majeure pour éviter un effondrement de notre économie, et le fait qu'on a maintenant une situation budgétaire qui fait que l'État n'est pas en mesure, pour tout choc qui se produit s'il est de moins grande ampleur, de résoudre tous les problèmes simplement en empruntant au motif que l'argent est bon marché, voire certains disaient gratuit, mais l'argent gratuit ça n'existe pas, il était simplement bon marché. Donc je crois que ce shift de mentalité doit maintenant se faire, on sort d'une période de crise, on a fait ce qu'on devait faire et ça a coûté pas mal d'argent, c'est de l'argent qu'on a pu emprunter à des taux d'intérêt très bas, donc ce n'est pas très préoccupant à court ou moyen terme, mais on doit maintenant remettre la maison en ordre. On doit profiter de la reprise qui se confirme pour remettre nos finances publiques en état, mais surtout on doit sortir de cette idée que tout problème doit finalement faire l'objet d'une intervention massive des pouvoirs publics. En toute franchise aux États-Unis, et même si j'ai parfois de la sympathie pour les idées qui sont derrière certaines politiques menées, on avait un peu l'impression que c'était one problem, one trillion. Et on a vu qu'ils ont été trop loin dans leur politique de soutien à l'économie, et que ça a généré ou conduit à une situation de surchauffe. Donc, en termes de politique économique, on doit, c'est le slide suivant, j'arrive tout doucement à ma conclusion, on doit passer d'une politique d'urgence à une politique qui s'inscrit plus dans le moyen terme, dans la résolution, ou en tout cas le fait d'adresser une série de problèmes structurels. C'est une transition qui n'est pas facile. C'est vraiment les états d'esprit qui doivent un tout petit peu changer. OK, on sort du court terme, on sort de la gestion de crise et on revient sur des problèmes de plus long ou moyen terme. Donc ça veut dire qu'on va redevoir fixer des priorités, on va redevoir faire des choix dans un environnement où les moyens seront plus limités. Ça, c'est un peu l'ironie de cette histoire, c'est que en période de crise, quand les choses vont mal, en fait, en matière de politique économique, les choses sont assez faciles. Il faut relâcher les contraintes, ou faire un peu fi des contraintes pour soutenir l'économie. Quand l'économie va mieux, c'est la bonne nouvelle, ça va mieux, mais en même temps, il faut revenir à une politique fiscale et monétaire qui est moins gérée. Autre objectif de moyen terme, et justement en revenant dans ces considérations de moyen terme, c'est le fameux taux d'emploi de 80%. Je vais passer dessus assez vite, c'est le slide suivant. Simplement pour vous dire qu'on n'y est pas, d'une part, mais plus généralement, on ne va pas y arriver, ou sauf peut-être en Flandre, si on ne met pas des réformes supplémentaires. Le marché du travail fonctionne mieux en Belgique. On a créé beaucoup d'emplois ces dernières années. C'est positif, et je crois qu'il ne faut pas faire l'impasse sur ce constat, qui est positif. Mais si on veut aller vers 80% de taux d'emploi, ce qui va nous aider face à l'enjeu budgétaire, mais probablement aussi climatique, pour pouvoir s'assurer qu'on a les moyens de financer la transition, il y a des efforts à faire et ça ne va pas se faire naturellement. Il faudra réfléchir aux réformes qu'on peut mettre en œuvre pour accélérer le mouvement, en particulier dans le sud du pays, parce que là, on est quand même très, très éloigné de l'objet. Slide suivant, juste pour rappel, parce qu'on le répète depuis maintenant 30 ans, depuis que je suis étudiant, le vieillissement de la population arrive, on commence d'ailleurs tout doucement dedans, et donc ça veut dire que structurellement, on va avoir une augmentation des coûts qui sont liés au vieillissement, les coûts de pension, les coûts de soins de santé, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles, si on ne fait rien au niveau budgétaire, plutôt que de se stabiliser, le déficit passerait de 4 à 6% du PIB, et vous voyez qu'en Belgique, on a un des coûts du vieillissement parmi les plus élevés. En toute franchise, je crois qu'il est sous-estimé dans d'autres pays. C'est probablement parce qu'ils ont des niveaux de pension qui ne sont pas tenables à terme, mais soit.
Mais donc en Belgique, c'est quelque chose qui va peser sur les finances publiques dans les années à venir. Aussi pour rappel, parce que je n'ai pas de choses très nouvelles à vous dire en la matière, les gains de productivité qui étaient très importants dans les années 70, donc le fait de pouvoir produire plus avec la même quantité de travailleurs, plus 3% par an, on est passé à 1,8 dans les années 80, 1,8 dans les années 90, les années 2000 et les années 2010, on a eu une croissance du PIB par habitant, en fait une sorte de mesure de la productivité qui est tombée à peu près 1%. Mais en fait, le taux d'emploi a augmenté. Donc la productivité en tant que telle, elle n'a même plus de 1%, on est probablement à 1,5%. Donc on a eu une croissance qui était beaucoup plus riche en emploi, mais par contre la croissance par habitant ou par travailleur, ça c'est vraiment la productivité, a cru à un rythme très faible. Et ça veut dire simplement que notre potentiel de croissance est réduit, et que si on ne parvient pas à améliorer la formation des gens, ou mener des réformes structurelles, s'attaquer au goulet d'étranglement, on va à un moment donné lutter durablement sur cette contrainte de croissance. Alors, et j'arrive progressivement à la fin de mon exposé, mais on parle beaucoup de transition climatique, on en parle beaucoup pour dire que c'est important, que c'est un grand défi. Certains vous disent que, comme la Commission, que non seulement c'est un grand défi, mais que c'est avant tout une opportunité et que ça pourrait d'ailleurs avoir un effet positif sur la croissance économique. Vous avez ici des scénarios où ils annoncent un effet positif de 2,5% à l'horizon 2050. Tout petit peu contre-intuitif, parce qu'on va quand même devoir apprendre à vivre sans pétrole, sans gaz naturel, sans charbon. Peut-être que ça puisse avoir un effet positif sur l'économie, moi je ne crois pas trop. Ils ont un scénario où ils disent que ça va avoir un coût négatif, mais très limité, 1,3% sur 30 ans, c'est à peu près rien. En toute franchise, je crois que l'écart entre les deux, le 2,5 et le 1,3, est probablement un peu plus réaliste, c'est-à-dire le coût vraiment de la transition climatique, je crois que ça va être aux environs de 3,3% et demi. 3,3% et demi, mais c'est une grosse récession. Mais étalé sur 30 ans, c'est 0,1% par an, c'est pas gigantesque. Mais ce que je voulais surtout faire ici, c'est essayer de mettre ce choc en perspective par rapport à... Et peut-être que d'ailleurs le vocabulaire de choc n'est pas approprié pour une transition qui va durer 30 ans. Mais ce qu'on a certainement eu, c'est un choc énergétique au cours des derniers mois. Et ce qu'on a repris ici dans le graphique, si vous voulez, c'est le prix de l'électricité en décembre 2021, 209 € du mégawattheure. Pour le mettre en perspective par rapport au coût d'une série d'énergies renouvelables. Et le constat qu'on peut tirer, c'est que, en tout cas, l'éolien et le solaire, c'est à la gauche du graphique, est bien meilleur marché que les prix de l'énergie sur les marchés de gros à la fin 2021. Alors, le problème de l'éolien et du solaire, c'est que c'est intermittent. On n'a pas du soleil tout le temps, on n'a pas du vent tout le temps. Donc, notre parc énergétique à horizon 2050, si on veut qu'il soit vert et neutre en matière climatique, ce ne sera pas que de l'éolien et du solaire. On devra avoir d'autres choses. Ça peut être quoi? Ça peut être du biogaz, ça peut être de la biomasse, ça peut être des centrales à cycle combiné, mais qui tourneraient non plus au gaz naturel, mais à l'hydrogène. L'hydrogène vert, c'est assez cher à produire, mais même de l'hydrogène vert, produit avec de l'énergie solaire, par exemple, on est à des niveaux de prix à horizon 2050, à des niveaux de coûts qui sont probablement même là aussi inférieurs au prix qu'on a connu en 2021. Donc ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que le choc énergétique de la fin de l'année 2021 et donc aujourd'hui, en termes macroéconomiques, est pratiquement aussi important, peut-être pas trop différent, on parle de 2,5% du PIB, peut-être par rapport à 3,5%, ça c'est mon estimation, la Commission est même plus optimiste en matière de coût de la transition, mais sur 30 ans alors. Et si je regarde par exemple les prix de l'électricité, par rapport au niveau très élevé de fin 2021, on s'attend plutôt à une baisse à horizon 2050. Donc c'est pas comme si la transition énergétique allait faire que ces prix augmentent encore de 2 fois plus et qu'on arrivera à des prix de 400 €. On a des technologies qui permettent de produire l'électricité verte à des coûts inférieurs. Donc c'était pour essayer de remettre un tout petit peu les choses en contexte et vous dire finalement que ce qu'on expérimente aujourd'hui est sur 3 mois quelque chose qui est finalement pratiquement comparable à ce que pouvait laisser présager la transition sur 30 ans. En termes de politique, comment est-ce qu'on arrive à cette transition? Je crois que la leçon qu'on doit tirer de l'augmentation, très forte augmentation des prix du gaz et de l'électricité aujourd'hui, c'est qu'on doit essayer de mener cette transition pour éviter le plus possible de la volatilité dans les prix. On voit qu'il suffit de 1 ou 2 années de sous-investissement
aujourd'hui pas lié à la politique climatique, mais il suffit d'une sous-investissement en matière gazière ou en matière électrique pour avoir très vite des réactions sur les prix. Donc moi, quand j'entends des gens qui vous disent, alors qu'on a 30 ans pour arriver à la neutralité climatique, il faut arrêter aujourd'hui d'investir dans le gaz et le pétrole, ok, très bien, mais alors il ne faudra pas s'étonner si demain il y a des flambées de prix et qu'on perd une partie de la population au niveau soutien quant aux politiques de transition. Je crois qu'on doit être attentif en la matière. On a eu les gilets jaunes en France. On doit aller, et la plupart des économistes sont d'accord en la matière, on doit aller vers un prix du CO2 qui est clair, qui est transparent et qui est prévisible pour les gens. On va aller vers une augmentation du prix du CO2. Je crois que c'est le seul moyen d'aller vers une transition climatique qui soit à la fois pas trop volatile, mais qui soit réalisée au moindre prix. Et c'est quoi l'idée là derrière? C'est que si certaines technologies permettent de réduire les émissions CO2 pour un coût de 1 000 € la tonne et d'autres pour 50 € la tonne, si on a le prix du CO2 qui est le même pour tout le monde, on va d'abord réduire où ça coûte 50 € plutôt que de réduire où ça coûte 1 000 € la tonne. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on mène des politiques qui ont un coût implicite de la tonne de CO2 qui est très différent. Ce n'est pas des analyses faites par la Banque nationale. Je peux vous renvoyer vers le métaforum de la KUL. Mais on a des politiques environnementales qui ont un coût par tonne de CO2 évité de 500 ou de 1 000 €, alors que dans d'autres domaines, on subventionne pratiquement certaines formes d'énergie, où on a des niveaux de fiscalité très bas, par exemple sur les matériaux de chauffage, qui font qu'on pourrait réduire ces émissions à un coût beaucoup plus raisonnable. Alors, ceci dit, il faut faire très attention pour éviter que ça engendre une augmentation des inégalités. On sait que les populations plus fragilisées ont une part de leur budget consacré à l'énergie qui est plus élevée. Et donc, il faut trouver, et ce n'est pas facile, un équilibre entre donner les bons signaux de prix et ne pas mettre des gens dans des situations qui sont intenables parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus chauffer ou ils ne savent plus bouger. Et la recommandation qu'on fait en général, c'est d'être particulièrement attentif aux gens qui ont des bas revenus, oui, mais c'est plus compliqué que ça. Entre quelqu'un qui a un bas revenu, qui vit en milieu urbain, dans un bâtiment qui est relativement bien isolé et qui a accès au transport en commun, et quelqu'un qui vit en milieu rural avec une vieille voiture qui consomme beaucoup et une maison ancienne qui n'est pas très bien isolée, on peut avoir la même catégorie de revenus, mais en matière environnementale, des situations qui sont très différentes. Voilà, compliqué, mais je suis d'avis, comme la très très grande majorité des économistes, que si on veut arriver à bon port sans créer trop de volatilité, on doit créer une prévisibilité sur le prix du CO2 et rendre ce prix le plus possible homogène sur l'ensemble de l'économie. Alors j'en arrive à ma conclusion, en un tout petit peu plus d'une heure, je crois que je vais plus ou moins assez dans les temps. Pour revenir très rapidement sur les messages principaux. 1, la crise a été bien gérée. Je sais que je n'arrête pas de le répéter, mais on sort de 2 ans de crise. Ça a eu un impact sur notre morale. Beaucoup de gens en ont marre, les gens manifestent, les gens ont envie de retrouver leurs amis, ils ont envie d'aller en vacances. Ils ont été confrontés à des mesures sanitaires qui étaient nécessaires mais pas agréables. Et donc, on peut se dire oui, mais prenons un petit peu de recul. Il y a 2 ans, on pensait qu'on allait aller vers une récession très lourde, qui allait durer longtemps, qu'on allait faire 3 ans de croissance, que ça allait provoquer des dégâts en matière de faillite d'entreprise très importants, sur l'emploi très important. 2 ans après, on a une économie qui a connu une reprise très très vigoureuse, on a créé 80 000 emplois, on a évité des faillites en série ou massives, donc ça s'est quand même beaucoup mieux passé qu'on ne le craignait. Et en partie parce que c'est une crise atypique, l'Omicron, et qu'il n'y avait pas de gros déséquilibre dans l'économie, mais aussi parce que la crise était bien gérée. Maintenant, ça, c'est derrière nous. Si on regarde vers l'avenir, on est aujourd'hui confronté à des contraintes d'offres. Notre économie est limitée dans son potentiel de croissance parce qu'elle est confrontée à des pénuries de main-d'œuvre, à des pénuries sur toute une série d'approvisionnements. Et donc, rajouter de l'huile sur le feu en continuant à mener des politiques monétaires ou budgétaires, on appelle accommodantes, mais finalement qui soutiennent l'économie, mais sont non seulement pas désirables parce qu'il faut reconstituer les marges de manœuvre, mais en plus n'est pas approprié et pourrait finalement consister en quelque sorte jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Et puis, et là je le répète chaque année, comme mes prédécesseurs, et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a rien qui évolue, il y a des domaines dans lesquels on a fait des progrès, mais on a des enjeux structurels, et se projeter sur des horizons plus longs que ceux de la crise redevient très très important pour faire face aux enjeux climatiques
aux enjeux de la gestion de la population, aux enjeux d'une productivité qui stagne en Belgique et à l'enjeu du marché du travail et l'objectif de 80% de d'emploi. Et je vais en rester là, mais je suis évidemment disponible dans la demi-heure, je crois, qui suit, pour répondre à vos questions. Et je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir été patient et d'être passé assez rapidement d'un format de présentation à l'autre. Un tout grand merci. Je vois que vous êtes encore 600 à m'écouter avec patience, donc un tout grand merci. Merci bien, gouverneur Pierre Wunsch, pour cette présentation. On a reçu pas mal de questions, je dois dire, et on va essayer de regrouper les questions. D'ailleurs, ceux qui veulent encore voir la présentation du gouverneur sur le site de la banque, à partir de demain, vous trouvez cet enregistrement et la présentation même, donc les slides, sont déjà disponibles cet après-midi. Donc, on commence avec les questions et une première question, gouverneur. Parce que vous n'avez pas dit ça avec ces mots-là, mais quand même quelqu'un pose la question, est-ce que vous plaidiez pour un arrêt des plans de relance partout en Europe? Alors, je l'ai déjà dit, je n'aime pas trop le terme relance, parce que la relance donne l'impression qu'il faut soutenir l'économie pour la relancer. L'économie a déjà été relancée. Après, les plans de relance, dont celui qu'on a mis en œuvre par exemple en Belgique, qu'on va mettre en œuvre en Belgique, ce sont des mesures assez ciblées pour faire face notamment à une série d'enjeux structurels. Le réchauffement climatique, les goulets d'étranglement liés à certaines contraintes en matière d'infrastructure. Donc, dans la mesure où le plan de relance intervient pour faire face à ces défis de moyen terme, je crois qu'il se justifie pleinement. Il se justifie pleinement au motif, non pas de relancer l'économie, mais au motif de faire face à des enjeux structurels. Et c'est là que je mettrai la nuance. Et je l'avais déjà dit d'ailleurs il y a un certain temps, avant que même on ait cette reprise qui se confirme de manière aussi dynamique. L'idée de relance est un petit peu associée à une idée de soutien généralisé de l'économie. En fait, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait. Quand le gouvernement ou les gouvernements ont décidé d'un plan de relance, en fait, ils ont décidé de mesures concrètes, souvent pour faire face à des enjeux structurels. On a en Belgique des niveaux d'investissement public qui étaient relativement bas. Donc le fait de structurellement augmenter le niveau des investissements publics pour faire face en partie à ces enjeux structurels, je pense que c'est même plutôt souhaitable, mais ça doit se faire dans un cadre budgétaire qui est réaliste en la matière. À l'inverse, l'idée qu'il faudrait investir pour relancer l'économie, ça se justifiait peut-être au début de l'année, à la fin de l'année 2020 ou 2021. Donc, accélérer certains investissements simplement pour soutenir l'économie, ça ne se justifie plus aujourd'hui. OK. Vous avez mentionné beaucoup de risques exogènes qui peuvent modifier fortement le trajectoire économique. Si on vous demande, gouverneur, de faire un ranking, de les ranger, quel est votre top 3, top 4? Mais en termes de risques économiques, je pense qu'il y a des risques qui sont liés à la sortie d'une politique monétaire très accommodante. On a des centaines de milliards, voire des milliers de milliards d'actifs financiers qui ont été investis à des taux très bas. Si l'inflation devait s'avérer beaucoup plus grave que prévu et qu'on devait à un moment donné mener une politique de resserrement monétaire, casser une spirale inflationniste, c'est en partie ce qu'ils vont devoir faire aux États-Unis. Mais on sait que ça va être mouvementé sur les marchés. On dit bumpy. Bon, voilà. J'avais dit il y a un an déjà, parce que c'était pas très original de le dire, parce que chaque sortie de crise est plus compliquée finalement que la gestion de la crise elle-même. La sortie de crise va être plus compliquée que la gestion de la crise elle-même. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Une autre situation qui serait compliquée, mais plus au niveau alors, de la décision de politique monétaire, et je crois dans notre cas de référence, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est si l'inflation devait retomber durablement à un niveau clairement inférieur à 2%. Parce que là, on a dit non, on veut absolument aller à 2%, mais si on n'y arrive pas après 10 ans de taux négatifs, après 10 ans d'achat d'actifs, alors qu'on voit déjà qu'il y a sur les marchés financiers toute une série de comportements qui sont un petit peu préoccupants. Moi, quand j'entends que des jeunes étudiants investissent dans des crypto-monnaies pour chercher du rendement et que leur conception de l'investissement financier, ce n'est pas d'épargner durablement dans le temps, c'est de jouer à la roulette en espérant devenir millionnaire sans rien faire, c'est un petit peu inquiétant.
quand on voit que certaines compagnies d'assurance ne retrouvent plus des rendements sur les produits obligataires et investissent massivement dans l'immobilier en achetant parfois avec des critères de sélection qui ne sont pas tout à fait rigoureux. Si c'est temporaire, ce n'est pas très grave, parce que ce n'est pas une grosse partie de leur portefeuille aujourd'hui. Si ça se prolonge encore pendant 5 ou 10 ans, ça deviendra trop compliqué. Au-delà de ça, je crois qu'un jour, on aura une grosse crise cyber. Et on ne sait pas y faire grand-chose comme économiste, si ce n'est nous, au niveau de notre institution, essayer de faire d'investir ce qui doit être investi. Au même titre que personne ne s'attendait vraiment à une pandémie, et qu'on en a une, et que la dernière crise a pris une configuration un peu particulière, et particulière aussi en ce qu'on a surestimé l'impact durable de la crise. Le fait que la crise trouvait son origine en dehors de l'économie et qu'elle était purement exogène, nous a permis de la gérer dans de bonnes conditions. La crise financière, on avait accumulé des dettes et il a fallu, dans certains pays, notamment du Sud, des années avant de résorber ces déséquilibres. Et alors, ce sont des crises qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus durables. Je crois qu'un jour, on va avoir une grosse crise cyber et qu'on a très très peu de compréhension de ce que ça pourrait avoir comme implication économique, au même titre qu'on en avait peu sur la pandémie. Alors là, je ne suis probablement pas un ranking de 4 ou 5, enfin, de mon trio. Ok. De base, il y a probablement niveau 4, oui, si les gouvernements ne font rien en matière budgétaire, on va avoir un problème dans les années qui viennent. Ou si un gouvernement d'Europe ne fait rien, ça va être compliqué. Et puis évidemment, mais c'est à beaucoup plus long terme, le climat. Je crois qu'il faut être très attentif à mener des politiques cohérentes et prévisibles. Sinon, ça va générer beaucoup plus de volatilité et on va perdre le soutien du public. Et alors, on ne va simplement pas y arriver à l'horizon 2020. Mais c'est moins une crise qu'un problème structurel. Vous avez déjà parlé de la situation financière dans les régions. Quelqu'un se pose la question, qu'arrivera-t-il à l'économie belge dans son ensemble si la région wallonne continue à se trouver dans une impasse financière? Quel est l'impact à l'échelle nationale de ça? D'abord, le gouvernement wallon a pris conscience du problème pour prendre des mesures. Donc, je crois qu'on doit partir du principe que la région wallonne va devoir vivre avec un budget sous contrainte. Le cas où simplement ils décideraient de dépenser de l'argent et un peu à l'encontre de ce qu'ils ont annoncé, sans faire attention, oui, on peut toujours imaginer ce genre de crise, mais alors on va directement vers des scénarios très très incertains. Quelles seraient les conséquences à l'échelle belge, à l'échelle politique? Quelle serait la raison pour laquelle ça se produit? Moi, je n'ai pas trop envie de me projeter dans un scénario comme ça. Bon, les finances publiques wallonnes, c'est une petite partie des finances publiques à l'échelle belge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y être attentif. Au contraire, il faut y être attentif s'il y a des problèmes. Mais a priori, les choses doivent pouvoir être gardées sous contrôle. Et donc, oui, je ne l'identifie pas comme quelque chose qui pourrait déclencher une crise à l'échelle belge. Si ce n'est peut-être, mais c'est tout à fait différent, c'est moins ma boutique, une crise politique, si effectivement on a l'impression que c'est totalement pas sous contrôle, mais encore une fois, le gouvernement wallon a annoncé des mesures dans les années à venir, donc c'est certainement pas le scénario. On a reçu pas mal de questions sur l'inflation, l'impact de l'inflation. Une question, par exemple, avec une inflation désormais plus forte et moins temporaire qu'attendue, ainsi qu'une croissance ralentie, notamment par des contraintes d'offres, comme vous avez expliqué, quid d'un risque de stagflation? Quelqu'un pose la question. Alors oui, le risque de stagflation, on en parle beaucoup. Hein, donc c'est vrai que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une crise énergétique, c'est une augmentation de l'inflation. Peut faire penser au choc pétrolier et faire craindre qu'on passerait à une époque de stagflation. Je crois que ce qui est très très différent, au-delà du fait que je ne m'attends pas a priori à des effets de second tour importants et de une spirale prix-salaire qui fait que l'inflation serait vraiment plus du tout sous contrôle. On va voir ce qui se passe, mais ce n'est pas le scénario de base. Je crois qu'on a un marché du travail qui fonctionne de manière très très différente. On a un marché du travail qui est beaucoup plus résilient, qui crée de l'emploi, même avec des taux de croissance relativement faibles. Donc ça, c'est tout à fait différent des années 70 et 80. Et je crois qu'il faut se souvenir que dans les années 70 et 80, on a eu un vrai choc de productivité qui n'a pas été politiquement, ou en tout cas au niveau des partenaires sociaux, qui ne s'est pas traduit suffisamment rapidement dans un nouvel équilibre.
Et ce qui s'est passé, on avait des gains de productivité de 3% par an, et donc il était normal et souhaitable que les travailleurs voient en moyenne leur salaire augmenter réel, corrigé pour l'inflation, de 3% par an. Et puis on a une forte chute de la productivité, qui est tombée sur un niveau très très bas avant de se redresser. Et donc, les travailleurs continuent à demander des augmentations de salaire de 3% en termes réels, voire plus, alors que les entreprises ne parvenaient plus à générer des gains de productivité importants. Alors là, il y avait deux manières de résoudre le problème, c'était soit d'aller assez rapidement vers une grande modération salariale, soit d'essayer de regagner en productivité en faisant des investissements de rationalisation. C'est ce qu'on a fait en Belgique. La rentabilité des entreprises au niveau macroéconomique était tombée pratiquement à zéro, donc la marge brute des entreprises au niveau macroéconomique était tombée à rien du tout. Donc les entreprises n'investissaient plus que pour faire des investissements de rationalisation. Et on a perdu des centaines de milliers d'emplois dans la foulée. Et ce n'est que quand la situation s'est rééquilibrée, mais en Belgique, ça a pris plus de temps qu'ailleurs, et on a dû imposer à un moment donné la loi de sauvegarde, on a retrouvé un équilibre au niveau de la formation des salaires, et que la situation a commencé à se stabiliser, avec d'ailleurs un marché du travail qui a commencé à mieux performer. Ici, le choc de productivité, il est derrière nous. On a une productivité faible depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, il n'y a pas cette situation où les travailleurs risquent de demander des augmentations de salaire qui sont déconnectées de l'économie réelle. Or, c'est en partie ça qui a provoqué la stagflation des années 70 et 80. Alors, une petite stagnation au sens de un peu moins de croissance avec plus d'inflation, oui, ça c'est le ralentissement qu'on connaît maintenant à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022. Et comme on s'attend à ce qu'à un moment donné, les prix de l'énergie commencent quand même à rebaisser, on aurait une petite période, mais c'est plutôt de ralentissement avec inflation élevée plutôt qu'à proprement parler une période de stagflation. Ok, on a reçu beaucoup de questions vraiment sur l'inflation. Je vais vous poser encore deux. Les mesures européennes contre le réchauffement, le réchauffement climatique, sont-elles un frein à l'inflation? Et quelques personnes se posent la question sur la dernière prévision du bureau de plan qui prévoit une diminution des prix à partir de mars. Est-ce que vous êtes de même avis? Alors, bon, la Banque Centrale Européenne s'attendait à une diminution des prix, enfin, une inflation qui allait croître moins rapidement, donc c'était toujours de l'inflation, mais moins élevée, à partir de décembre 2021 en réalité. Donc, on a été deux fois surpris en décembre et en janvier. Donc, si la question est quelles sont nos attentes, c'est que ça devrait déjà être en train de baisser. Évidemment, entre-temps, on a eu des tensions géopolitiques avec l'Ukraine, on a des prix du gaz, on pensait qu'ils avaient commencé à baisser, qui n'ont pas baissé, les prix du pétrole ont même plutôt augmenté. Donc ça va en partie dépendre de ce qui se passe sur le front énergétique. Ça a l'air de se calmer sur le front ukrainien, ça pourrait conduire à une baisse des prix de l'énergie. Encore une fois, en Belgique, s'il y a une baisse des prix de l'énergie, ça va assez rapidement se traduire par une baisse de l'inflation. Alors une baisse par rapport à des niveaux qui sont très 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 élevés. Ça ne veut pas dire que l'inflation va disparaître dans les mois qui viennent, mais qu'elle va croître à un rythme, enfin, l'inflation, donc la croissance des prix, va être moins élevée. Alors, le lien avec le climat, je crois qu'il n'est pas très fort, pas très important dans ce contexte-ci. Il y a un certain impact. Donc, le prix des permis échangeables dans l'industrie, le fameux système ETS à l'échelle européenne, le prix de la tonne de CO2 a atteint pratiquement 100 € maintenant. Donc, il va commencer à contribuer lui aussi à l'inflation. Donc, c'est un système qui est en place depuis maintenant une vingtaine d'années, je crois, en Europe, plutôt une quinzaine. Les prix étaient longtemps à 20 €, ils sont tombés à pratiquement 0, puis ils ont augmenté à 30 €, maintenant ils sont pratiquement 100 €. Donc structurellement, ça va être une source de coût pour les entreprises qui devront en fait payer pour pouvoir émettre du CO2 et plus qu'avant. Ce qu'on observe aussi, c'est que c'est un peu plus anecdotique, c'est qu'il y a toute une série d'institutions financières, des grands banques et autres, qui commencent à être réticentes à investir dans le secteur de l'énergie, des hydrocarbures. Donc le pétrole, le gaz et le charbon. Quelque part, c'est souhaitable, puisque ça qu'on va, c'est de moins en moins de consommation de ces hydrocarbures. En même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut veiller à faire ça d'une manière qui est basée dans le temps. Et de nouveau, si j'entends des gens qui disent qu'il faut arrêter aujourd'hui, arrêter les investissements dans le gaz et dans le pétrole aujourd'hui, c'est la croissance des prix qu'on observe maintenant. Il suffit que
dans ce secteur-là, et ils ne vont pas arrêter d'investir, ils ont juste investi moins pour qu'on ait cette flambée des prix. Donc je voudrais quand même qu'en la matière, on soit peut-être un peu plus réaliste et serein. C'est un trajet qui va prendre du temps, qui va prendre une trentaine d'années, mais on doit essayer de le faire sans à-coups. S'il y a des à-coups qui sont trop importants, on va connaître de nouveau des périodes de flambée des prix énergétiques. Et ça ne va pas être facile parce qu'on est en train de dire aux entreprises énergétiques, d'ici 30 ans, vous ne produisez plus d'hydrocarbone. Vous pouvez éventuellement produire de l'hydrogène vert ou autre, ça c'est très bien, ou des biofuels, mais on n'aura plus de gaz ou alors avec de la séquestration carbone, on n'aura plus de pétrole et on n'aura plus de charbon. Et donc, mais on leur dit en même temps, dans la transition, on ne veut pas qu'il y ait des pénuries, on ne veut pas qu'il y ait des flambées de prix. Donc il faut trouver cet équilibre qui est vraiment pas facile entre réduire vers zéro dans 30 ans, en essayant de le faire à un rythme qui ne provoque pas des à-coups et des flambées de prix au moins temporaires dans la foulée. Ça va être très compliqué. Et donc on a intérêt à être attentif à ça et se créer quand même certaines marges de manœuvre et buffers, par exemple en remplissant nos réservoirs de gaz quand les prix du gaz sont bas, pour éviter d'aller dans le mur à répétition. Et de ce point de vue, je suis un petit peu inquiet par une approche parfois un peu militante. Vous savez qu'on a été attaqué par certains, même devant les tribunaux, parce qu'on contribuerait au financement d'entreprises polluantes. Bon, c'est tout un débat, mais au-delà de ça, encore une fois, oui, on va continuer à devoir investir dans le gaz et dans le pétrole pendant une période de transition. Et en même temps, je plaide pour qu'il y ait un prix du CO2 pour que, à l'arrivée en 2030 et de manière ordonnée, on arrive à se passer des hydrocarbures. Ok, j'ai encore plusieurs questions. Je vous demande de répondre brièvement parce que sinon on ne va pas aborder les autres questions. Mais sur le même sujet un peu, comment gouverneur concilier le désendettement public et la transition écologique, sachant que cette dernière commande d'importants investissements publics dans les années à venir? Oui, mais je peux être assez court. En fait, je pense qu'il y a un petit peu une erreur sur le constat. Il y a cette idée que les investissements verts, c'est des investissements massifs dans le secteur public. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, les réseaux d'énergie et de gaz ne sont pas dans le périmètre d'Eurostat, donc ils ne comptent pas dans le déficit public. Les éoliennes, c'est des entreprises privées qui vont investir dans les éoliennes. Le gaz, c'est des verts, c'est des entreprises privées qui vont le faire. Les voitures électriques, c'est des entreprises privées qui vont les produire et ça va être acheté par vous et moi. Donc, l'idée que la transition énergétique, ce sont des investissements publics massifs, non. La Commission estime qu'on va devoir augmenter nos investissements d'à peu près 2% du PIB par an, donc ce qui est loin d'être négligeable, et que probablement à peu près les 3/4 sont des investissements qui doivent être faits dans le secteur privé. Donc si on retient qu'il y a un quart peut-être qui doivent se faire dans le secteur public, ça fait 0,5% du PIB. Les dépenses primaires en Belgique, les dépenses hors charge d'intérêt, elles ont augmenté de 3 ans entre 2019 et 2022. Donc 6 fois plus que ce qui est requis en matière de transition énergétique. Donc de nouveau, je sais que ce sont des slogans qui sont utilisés, on va devoir investir massivement dans la transition énergétique et ça va venir d'argent public. Non, ça va essentiellement être de l'argent privé. Il faudra probablement l'isolation des logements sociaux et autres, et il faudra mobiliser de l'argent public. Et c'est aussi pour ça que je pense honnêtement, se donner un objectif de réduction de la dette de 100% à l'horizon 20 ans n'est pas très réaliste et souhaitable. Mais je voudrais, oui, insister sur le fait que, et peut-être tordre le cou à un canard, non, on ne va pas devoir investir super massivement dans le domaine climatique. On dépense 50% du PIB en dépenses publiques. Si on doit passer à 1,5% en plus, c'est 1% de nos dépenses publiques. Et je voulais vous dire, on a fait 6 fois ça au cours des 3 dernières années. Et ici, je me projette à l'horizon 23-24, parce que la hausse aurait été beaucoup plus importante des dépenses publiques sur l'année 20 et 21. Ok. Autre thème très populaire, je dois dire, dans la question, c'est l'immobilier. Question sur le secteur immobilier. Les prix explosent et la banque s'inquiète. Constate quelqu'un. Pensez-vous qu'avec la hausse des taux à laquelle on assiste actuellement, avec une importante rectification de la courbe de taux, est-ce qu'on risque d'assister à un crash immobilier? Autre question, même nature. Comment estimez-vous la surévaluation de ce marché immobilier actuel?
Je vais peut-être commencer par la deuxième question, la surévaluation. C'est des modèles contours, mais chaque année, on dit attention à interpréter avec des pincettes, parce que c'est sur base d'une série de facteurs de demande, l'augmentation des revenus des ménages, la population, la taille moyenne des ménages, etc. Ce qu'on ne mesure pas, c'est l'impact des mesures d'aménagement du territoire. C'est la question de la rareté, qui est en partie une rareté artificielle, parce qu'elle est liée à des règles d'aménagement du territoire, des terrains. Or, on pense qu'il y a une forte augmentation, enfin, une partie importante de l'augmentation des prix des maisons ou des logements, qui est liée à l'augmentation sous-jacente des prix du terrain, parce qu'il y a une certaine rareté. Ça, ce n'est pas dans nos modèles. Donc, il est possible que le chiffre de 20% de surévaluation qu'on indique soit en partie le résultat de quelque chose de plus structurel, c'est cette raréfaction des terrains. Maintenant, il suffit que demain, les pouvoirs publics soient moins restrictifs en la matière, et ça pourrait avoir un effet dans l'autre sens. Alors, oui, je pense que si on augmente les taux d'intérêt, on va avoir une série d'acteurs qui aujourd'hui investissent aux fins vraiment d'investissement financier en cherchant des rendements dans l'immobilier parce qu'ils n'en ont plus sur les obligations ou sur leur taux d'épargne, leur compte d'épargne. C'est pour ça que je crois que c'est très important que dans la phase de normalisation, on aille au bout de la normalisation et qu'on revienne à des taux d'intérêt réels qui sont à un moment donné proches de zéro, casser cette logique de investir dans des OLO ou dans des fonds d'État, déposer de l'argent à la banque, c'est perdre de l'argent, et donc on doit absolument aller chercher des investissements ailleurs, et alors on va vers les cryptos, on va vers les logements, on va vers des actifs liquides, et à terme ça se termine mal par des bulles et une crise financière. C'est vrai que, bon, c'est peut-être pour avoir été en première ligne ou presque pendant la crise financière, je reste attentif à ça, et je crois qu'il faut être honnête, la politique monétaire peut contribuer à la constitution de bulles. C'est pour ça, encore une fois, que je ne suis pas du tout favorable à refaire encore du quantitative easing pendant 5 ans ou conserver des taux réels à des niveaux très bas. Ok, une dernière question. Quelqu'un fait remarque que traditionnellement, la banque parle toujours dans la présentation de son rapport des investissements publics. On n'a pas abordé ce thème cette année-ci et cette personne pose la question, est-ce que la BNB soutient la cible de 4% du PIB du gouvernement et des partenaires sociaux au vu des enjeux? Bah, écoutez, moi je n'aime pas le fétichisme des chiffres. Donc, les bons investissements publics qui ont une valeur ajoutée, oui. Les investissements publics ou les travaux inutiles qui n'ont pas de valeur ajoutée, non. Donc, est-ce qu'il faut aller vers 4%? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je peux comprendre que dans un discours politique, ce soit un peu une cible qu'on se donne, en essayant de voir si après on peut mettre là derrière des investissements qui font sens. Peut-être un petit point comme que je voudrais signaler, c'est qu'on a maintenant des contraintes assez importantes de disponibilité de main-d'œuvre et de qualification dans le domaine de la construction, et que donc on est dans un environnement où il peut y avoir une compétition dommageable entre les investissements publics et les investissements privés. De nouveau, si vous êtes dans une économie qui connaît des difficultés, où il y a un taux de chômage élevé, l'investissement public peut contribuer à résorber ces déséquilibres et à créer de l'emploi. Quand vous êtes confronté à un marché de l'immobilier qui est très, un marché du travail qui est très tendu dans le secteur de la construction, si vous voulez faire des investissements publics supplémentaires dans ce secteur-là, ça peut se faire au détriment de l'investissement privé. Et par exemple, moi je parle régulièrement avec mon collègue hollandais, Alain Snot, qui me dit, on s'interroge toujours sur la situation des finances publiques aux Pays-Bas qui est très favorable. Il dit oui, mais c'est parce qu'on ne parvient pas à dépenser. On a des tensions sur le marché du travail qui fait que dans le secteur public, on ne parvient pas à dépenser, on ne parvient pas à réaliser nos plans d'investissement. Donc, au-delà de la désirabilité d'aller à 4%, je ne vais pas rentrer dans un débat de chiffres, je crois que si l'investissement est de qualité, qui répond à un besoin et qu'on a les marges de manœuvre budgétaire pour le faire, pourquoi pas. Il y a cette vraie question. Je pense que ça va être difficile de réaliser certains investissements publics prévus du fait des contraintes dans le secteur immobilier. Toute dernière question. Quelqu'un pense la question, fait la remarque, est-ce que la banque n'est pas trop optimiste dans l'évaluation de la crise et comment on a géré la crise Covid? Parce que cette personne pose la question, la moratoire des faillites des entreprises ne biaise-t-il pas les résultats? Mais le moratoire a joué un rôle. Je ne sais pas s'il biaise les résultats. Il y avait une intention d'essayer d'éviter un effondrement de l'économie et des faillites en masse.
Et c'est volontairement qu'on a essayé d'aider une entreprise et d'ailleurs de particuliers pour qu'ils parviennent à passer au travers de cette crise. Alors, on a longtemps cru, moi je fais des réunions régulières avec les banquiers, puisqu'on est un superviseur, et c'est parfois aussi intéressant de parler avec eux, de voir comment ils voient la situation. Et c'était toujours, les faillites vont arriver dans 3 mois. Et puis, c'est devenu, la vague de faillite ne va pas arriver. Tant mieux. Et si le moratoire a pu jouer un rôle et jouer un rôle positif, tant mieux, c'était le but. Donc, je ne crois pas que ça vienne des résultats, je crois qu'au contraire, c'était une politique bien pensée, et les banques ont joué leur rôle en la matière. On a cru que ça allait effectivement ne résoudre le problème que de manière temporaire, et alors je comprends la question du biais. C'est ce qu'il n'y a pas encore derrière ça, quelque chose qui est caché et qui va venir. En fait, maintenant, la plupart des entreprises, des particuliers, la très très grande majorité, sont sortis du moratoire. On a d'abord cru que les chiffres allaient remonter en matière de faillite ou de défaut des particuliers. En fait, on ne l'a pas observé. Donc, pour moi, c'est maintenant, on peut maintenant faire le constat que cette vague de faillite ou cette vague de défaut ne va probablement pas arriver. Ok, merci gouverneur. Avec ce message positif, on va terminer notre webinaire ici. Je répète encore une fois, mesdames et messieurs, si vous voulez voir la présentation ou lire le rapport de la Banque nationale, tout ça se trouve sur notre site internet mbb.be, toutes les infos, et à partir de demain, également l'enregistrement de notre webinaire d'aujourd'hui est disponible sur ce site de la Banque. Merci encore une fois pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire. Merci, à la prochaine.